Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? J'ai retiré le masque pour que le son soit un peu de meilleure qualité. Je suis Fabienne Moret, je suis ravie de vous accueillir ce soir. Vous avez été très nombreux à répondre à notre invitation pour échanger avec vous sur l'expérimentation article 51. Vous êtes près de 75 inscrits, donc tout le monde n'est pas arrivé compte tenu des horaires des uns et des autres, des médecins, des pharmaciens et des infirmières libérales qui ont répondu à notre invitation. Donc, je vais laisser la parole à Madame Labrogoubi, notre directrice, que je remercie chaleureusement parce qu'elle nous a permis l'organisation de cette soirée dans des conditions de logistique assez intéressantes, puisque cette soirée va être enregistrée et on pourra ainsi la mettre sur la chaîne YouTube de l'établissement pour les gens qui n'auraient pas pu assister, pour pouvoir fournir l'information. Donc, et ensuite, je laisserai la parole au docteur Hubert Orfeuille, qui est oncologue, chef de pôle de cancérologie, et qui vous donnera aussi son point de vue rapidement sur ce suivi expérimentation article 51 oncologique. Donc, je laisse la parole à Madame Labrogoubi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Moret. Merci à vous tous d'être effectivement présents ce soir. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir dans l'établissement. L'idée globale du dispositif, c'est que moi, j'en retiens deux éléments centraux, importants pour les patients. C'est que, un, on va être sur le principe d'une expérimentation, et je reviendrai tout à l'heure sur cette terminologie-là. Et deux, avec un travail extrêmement important avec vous, acteurs de la ville, de la quotidienneté aussi, de la prise en charge des patients. Et ça, c'est effectivement aussi particulièrement notable. Sur l'expérimentation, je reviens un petit peu sur l'idée, la philosophie avec lesquelles le réalise en fait le ministère de la Santé le plus souvent. C'est essayer avec tous les acteurs de tester des modes d'organisation, de référencement, d'adressage des patients entre différents acteurs et d'essayer d'élaborer le futur modèle économique qui en fera à la fois un mode de soins et un mode de financement des acteurs qui participent à cette prise en charge. Donc il y a un vrai enjeu, parce qu'il y en a très peu finalement des expérimentations article 51 qui sont poursuivies et menées à cette échelle-là. Et c'est important, je vous en remercie, de vous arrimer, de vous embarquer dans cette aventure, qui n'est pas une aventure anodine en termes d'organisation et de travail collectif. Et j'espère, et là c'est la directrice d'hôpital qui parle, que ça préfigurera d'autres types de collaborations avec l'ensemble des acteurs du territoire qui sont importants et pour vous et pour nous dans le contexte actuel du système de santé, comme le rappelait hier encore Monsieur le ministre. Le deuxième point, effectivement, c'est qu'on va travailler ensemble. Vous le faites déjà très régulièrement pour des patients qui vous sont adressés sur des prescriptions ou pour des suivis dans vos cabinets, que ce soit des cabinets d'infirmières ou des cabinets de médecine de ville. Et là, c'est une autre façon de travailler ensemble. Donc, c'est ça qui est aussi riche, je pense, dans l'expérimentation. Il y a aussi ce volet-là qui est extrêmement important. Donc voilà, je voulais juste insister sur ces deux items qui me paraissent essentiels. Pas sur le fond, après, effectivement, scientifique et technique, je vais laisser la parole au docteur Orfeuvre. Et je voulais vous remercier déjà de cet acte d'intention et de votre présence aussi nombreux ce soir. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à tous, et je vous remercie de votre présence nombreuse, et je suis fier du succès de cette réunion de lancement de l'expérimentation du suivi à domicile des patients sous anticancéreux oraux. Le cancer est souvent une maladie chronique. La qualité de vie et la quantité de vie sont très importantes pour le patient. De plus en plus de traitements existent par voie orale et permettent d'avoir cette qualité de vie. Et ces médicaments sont très complexes. Cette expérimentation qui s'ouvre ce jour est un service patient considérable, une chance pour les patients de l'un, une chance pour vous et notre établissement en créant une coopération importante. 45 sites ont été choisis, dont Bourg-en-Bresse, pour participer à ce dispositif organisationnel innovant avec un financement adapté. Le but est d'améliorer le parcours patient, l'accès aux soins et l'efficience de notre système de santé.
Attention, écoutez bien, la première inclusion a lieu demain matin à 9h48. La pharmacie de Bourg-en-Bresse se précipitera dans mon bureau pour accueillir le patient. Et attention, une pharmacie probablement ici présente va être appelée à 10h13 à Bourg-en-Bresse en centre-ville pour faire la première expérimentation. Diapositive suivante. 9h48, 10h13. Voici les hôpitaux français recrutés pour l'expérimentation et vous voyez que Bourg-en-Bresse est au centre en rouge. Le pilotage, c'est Unicancer, qui est la fédération hospitalière nationale 100% dédiée à la lutte contre le cancer. Rhône-Alpes est fortement représenté du fait du réseau Encoral et du centre hospitalier Lyon-Sud. Et vous voyez que sur Rhône-Alpes, Bourg-en-Bresse est bien placé, bien devant des grosses villes de Rhône-Alpes. On peut faire la diapositive suivante. Le principe, c'est l'optimisation de la coordination ville-hôpital, ce que vous rêvez depuis tout le temps, avec l'accompagnement éducatif du patient, la conciliation médicamenteuse grâce aux pharmaciens, la détection des événements indésirables grâce à la mobilisation des professionnels hospitaliers et libéraux. Suivante. Et je voudrais remercier Fabienne Moret qui a passé une énergie colossale pour monter ce projet. Colossale, et elle a une énergie extraordinaire. Madame la directrice, sans quoi rien n'aurait pu se faire. Monsieur Horry qui a géré tout le système d'information et il s'est arraché les cheveux. Le service informatique du CSG qui nous a beaucoup aidés. Les infirmières du centre de coordination en cancérologie qui sont prêtées pour démarrer le projet. Et je voudrais citer Juliane, Mallory, Sabrine, Céline, Audrey, Christelle, qui sont fantastiques. Madame Enaf, cadre de santé du service d'oncohématologie, qui a beaucoup travaillé sur des formulaires et des fichiers. Madame Agnès Maisonneuve, cadre de santé du cancérologie. Je crois qu'il y a une autre diapositive. C'est bon. Donc, je remercie tous ceux-là qui ont permis que ce projet va démarrer demain matin, 9h48. Je vais laisser la parole maintenant au docteur Patrick Arnaud-Coffin, jeune oncologue de la maison, qui va vous montrer les chimiothérapies orales, l'impact qu'elles peuvent avoir et l'essor de ces chimiothérapies orales. Je te laisse la parole. Bonjour, merci d'être si nombreux pour commencer. Ça fait quand même plaisir d'avoir du monde et voir qu'on n'est pas tout seul et qu'en ville, il y a beaucoup de soutien aussi pour nos patients. Alors, pour commencer rapidement, le cancer en France, près de 400 000 cas, nouveaux 1000 cas par an. Ça, c'était en 2018, c'est en augmentation constante. Globalement, cancers les plus fréquents, prostate chez l'homme, près de 50 000 nouveaux cas par an, et chez la femme, cancer du sein, près de 60 000 nouveaux cas par an. Ça en représente quand même beaucoup et ça augmente constamment. Et environ 160 000 décès, donc ça, c'est tous les chiffres de 2018. Concernant la partie financière quand même qui va avec, en 2017, c'était près de 18 milliards d'euros par an. Ça augmente nettement, ça avait augmenté de plus de 50%, enfin de près de 50% en 10 ans. Ça augmente encore plus vite quand on voit le prix de nos thérapies, qu'elles soient orales ou intraveineuses. Donc, le pronostic du cancer et sa prise en charge, je ne vais pas rentrer en détail là-dessus, mais c'était pour reprendre un petit peu le rôle de l'oncologue dans tout ça. Le docteur Orfev en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, c'est de trouver l'équilibre entre l'efficacité, c'est ce qu'on recherche toujours, mais il y a aussi la tolérance et la qualité de vie. Et ça, il n'y a pas que les traitements qu'on fait, il y a tout l'accompagnement qu'il y a autour et qui est très important là-dedans. Alors, la prise en charge du cancer, elle a beaucoup évolué ces dernières années, parce qu'il y a 10 ans à peu près, on avait quasiment que des traitements qui se faisaient à l'hôpital. Donc souvent sur des perfusions. Alors historiquement, c'était des chimiothérapies, mais on a aussi des anticorps monoclonaux, des anticorps conjugués, des immunothérapies depuis bien 5-6 ans, avec une prise en charge vraiment uniquement hospitalière, des perfusions qui se faisaient à l'hôpital, et tout était piloté à ce moment-là. Et on a en effet depuis, on va dire une bonne dizaine d'années, mais là l'essor est vraiment depuis 5 ans, de plus en plus de thérapies orales avec des patients qui sont vus souvent quand même à l'hôpital, mais avec des prescriptions en ville et des patients qui se retrouvent chez eux tout seuls pour prendre leur traitement. Alors, on a encore des associations entre thérapie orale et thérapie intraveineuse, mais globalement, voilà, ça reste une évolution marquante parce qu'on externalise un petit peu les soins. C'est pas que la chimiothérapie des patients qui viennent à l'hôpital, c'est des traitements oraux et tout ce qui va avec des gens parfois tout seuls chez eux.
Donc ça, c'est un petit peu la diapo fourre-tout pour expliquer les différents types de thérapie orale. Alors, c'est clairement pas exhaustif. On a plus de 100 molécules commercialisées. Et j'ai volontairement pas mis les molécules d'hématologie parce que je suis pas hématologue, mais il y en a énormément. Et j'ai essayé de centrer sur quelques classes de médicaments. Pour vous dire, alors ceux qui ne connaissent pas la Société française de pharmacie oncologique, ils ont un site internet sur lequel en fait on peut trouver des fiches de thérapie orale. Donc il y en a 95 à l'heure actuelle. Et ça fait partie des choses, si déjà vous avez ces informations-là pour un patient qui est sous traitement, dedans il y a l'essentiel. Il y a les indications, le mode de prise en charge, la posologie, les effets secondaires et les interactions médicamenteuses. Donc ça, vraiment, toujours vous y référer, c'est quelque chose qui peut vous aider au quotidien. Donc, dans ces thérapies orales, pour citer quelques exemples, bon, il y a les cytotoxiques, donc c'est nos chimiothérapies habituelles qu'on a pour le coup par voie orale depuis quand même un certain temps. Il y a la capecitabine, la vinorelbine, les toposides, le cyclophosphamide, il y en a plein d'autres également. C'est utilisé un petit peu dans tous les types de cancers, sein, poumon, côlon, mais clairement il n'y a pas que ça. Et en termes d'effets secondaires, bah, de l'hématotoxicité, comme pour toutes les chimiothérapies, souvent des troubles digestifs, des atteintes muqueuses, parfois des pertes de cheveux selon les molécules. Ça, on va dire, c'est vraiment les premières thérapies orales qu'on avait. Plus récemment, depuis 5-6 ans, on a dans le cancer du sein, alors c'est important parce que le cancer du sein, dès la première ligne métastatique, donc c'est vraiment, ça touche vraiment un nombre très important de patientes, on a en plus de l'hormonothérapie, des inhibiteurs du cycle cellulaire, avec le palbociclib, le ribociclib, l'abemaciclib. Ça a principalement des effets secondaires sur le plan hématologique avec des neutropénies. Il peut y avoir des diarrhées pour la bémaciclib, parfois un petit peu de nausées, et alors je ne l'ai pas mis là, mais des modalités de prise un petit peu particulières, parce que les deux premiers médicaments qui sont cités ici, en gros, c'est 3 semaines de traitement d'affilée, une semaine de pause. On reprend selon les résultats d'une prise de sang. Donc en termes de prise pour les patients, ça peut être parfois complexe et tout le monde ne comprend pas forcément. Vous pouvez citer aussi les inhibiteurs de tyrosine kinase qu'on utilise dans le cancer du rein, qui ciblent l'antiangiogénèse. Donc, il y a plusieurs molécules, hein, cabozantinib, sunitinib, axitinib, pazopanib. Ça donne principalement des hypertensions artérielles, des diarrhées, des syndromes cutanéo-muqueux, parfois des dysthyroïdies. Les hormonothérapies de seconde génération, aussi, ça prend beaucoup de place depuis 3-4 ans. C'est dans le cancer de prostate, dès la première ligne, dans le cancer de prostate métastatique. J'ai mis 3 molécules. Il y a l'acétate d'abiraterone, l'enzalutamide, l'apalutamide. Il y a aussi le darolutamide. En termes d'effets secondaires, risque cardiovasculaire, hypertension, diarrhée et pour certains des toxicités cutanées. Et je voulais finir sur les inhibiteurs de PARP. Donc ça, c'est principalement utilisé dans le cancer de l'ovaire dès la première ligne, mais aussi dans le sein et la prostate quand il y a des mutations. On a plusieurs molécules, olaparib, niraparib, rucaparib, talazo, il y en a encore d'autres. Et ça donne principalement des hématotoxicités avec aussi des troubles digestifs et de la fatigue. Tout ça pour dire que là, j'ai cité quoi, une quinzaine, ouais, entre 15 et 20 molécules. Il y en a plus de 100, donc des effets secondaires très différents, des modalités de prise très différentes et une gestion au domicile qui est pas toujours évidente. Et c'est pour ça qu'on a aussi besoin de vous, parce que nous, on voit les patients à l'hôpital, on prescrit les traitements, mais derrière, ils sont un petit peu, je vais dire, livrés à eux-mêmes, mais ils sont tout seuls avec leur traitement et la gestion de tout ça. Je crois que ça marche pas. Non, donc, comme je disais, plus de 100 thérapies orales. Alors, pour redire juste, en 2018, c'était presque 3 milliards de dépenses, 14% des dépenses liées aux médicaments délivrés en ville. Il y a, Ça pose plusieurs problèmes. Le premier problème, on en a parlé un petit peu, c'est la détection des effets secondaires et des interactions médicamenteuses, parce qu'on a quand même des thérapies qui sont parfois complexes et pas toujours faciles à gérer. Le deuxième problème, c'est l'observant, c'est-à-dire que le patient, chez lui, qui a des effets secondaires, s'il voit personne et qu'on lui explique pas, bah, souvent il prend pas son traitement. Et le troisième problème de la coordination de tout ça, c'est que jusque-là, il n'y a pas de financement de ce suivi à domicile. C'est-à-dire qu'il y a un financement pour l'hôpital, pour les consultations, les médicaments sont pris en charge, mais derrière, on n'a pas de financement spécifique. Donc, la prise en charge du cancer actuellement, bah, c'est ça. C'est des patients souvent qui sont chez eux et avec bah, tout le système de soins qui tourne autour d'eux.
les prescriptions qui sont souvent hospitalières initialement, mais des patients qui ont besoin de prises de sang qui sont faites dans des labos de ville, souvent de passages infirmiers, soit pour les soins, soit aussi pour préparation des médicaments et pour les biologies, des pharmaciens d'officine qui délivrent justement tous ces médicaments, les médecins généralistes qui sont aussi en première ligne quand il y a des effets secondaires. Et l'objectif, bah, c'est d'arriver à communiquer entre nous et d'arriver à coordonner tout ça, parce que le patient ne se retrouve pas tout seul dans son coin chez lui et qu'il n'y ait pas de communication et qu'on soit en difficulté autour de ça. Et donc l'objectif et on va dire les objectifs, ce qu'on attend de cette expérimentation, de cette meilleure communication, bah, on peut les voir à trois niveaux. Pour les patients, bah, c'est détecter les effets secondaires plus tôt, ce qui fait qu'ils seront moins graves et qu'on arrivera à les gérer plus facilement. Vérifier les interactions médicamenteuses parce qu'il y a des différences entre l'ordonnance que le patient nous donne, ce qu'il prend réellement et ce qu'il prend sans rien dire à personne. Euh, Ça améliore aussi l'adhésion au traitement, c'est-à-dire qu'au patient, plus on lui explique, mieux il va arriver à comprendre les enjeux de ce traitement et comment marche le traitement. Et ça lui permet aussi bah, d'avoir une expérience meilleure, c'est-à-dire qu'il ne se sent pas tout seul chez lui avec son médicament, comme certains nous le disent. Hein, on prescrit les médicaments, ils sont chez eux et ils se débrouillent avec ça. Là, l'objectif, bah, c'est d'améliorer justement leur ressenti et la qualité de vie qui va avec. Pour les professionnels de santé, bah, premièrement, c'est vraiment de pouvoir échanger des informations. Alors, on a déjà des outils hein, qu'on utilise de plus en plus, mais c'est que tout le monde puisse être au courant assez rapidement du traitement qu'a le patient et voilà, de sa prise en charge globale. Ça nous permet aussi de vous accompagner souvent dans la prise en charge de ces molécules parce que c'est des molécules que vous connaissez pas forcément bien, qui sont parfois récentes et sur lesquelles bah, vous n'avez pas l'expérience parce que même nous, hein, il y a des fois des molécules toutes nouvelles, il faut arriver à communiquer là-dessus pour prendre en charge les patients comme il faut. Et puis bah, après, voilà, pour le pharmacien, bah, c'est de connaître la molécule. Parfois aussi, le fait qu'on vous appelle, il y a certaines molécules, je pense, qui sont parfois pas évidentes à commander ou il faut s'y prendre un peu à l'avance. Donc ça vous permet d'anticiper et ça vous permet d'être plus actif parfois dans le rôle de suivi du patient. Et pour le médecin traitant, bah, c'est d'être informé aussi rapidement et en temps et en heure des évolutions de la prise en charge du patient et de savoir comment nous contacter s'il y a besoin. Et la dernière chose, bah, c'est aussi pour le système de santé, parce que globalement, plus les traitements, enfin mieux on anticipe la prise des traitements et les effets secondaires, plus le patient va prendre le traitement comme il faut, plus il y a de chances que ça marche. Parce que quand on voit parfois les prix exorbitants de nos traitements, bah, ça nous fait mal au cœur de se dire que les patients ne le prennent pas comme il faut ou le prennent pas du tout. Mais voilà, si déjà le traitement est pris, c'est déjà une bonne chose. On diminue aussi les effets secondaires, donc les hospitalisations qui vont parfois derrière et globalement la prise en charge, on va dire, tout l'impact financier est moindre quand on gère les choses en amont. Enfin, c'est le principe de la prévention globalement. Et bah, pareil, hein, on diminue les hospitalisations, on diminue les transports et pour finir, moins de gaspillage des médicaments, comme je disais, au prix parfois de ces médicaments. Quand on est sûr que le patient les prend comme il faut, ça nous rassure. Donc, voilà un petit peu pour les objectifs de cette expérimentation. Et puis, je vais laisser le docteur Moret rentrer un petit peu dans le détail pratique et logistique. Voilà, moi j'ai besoin d'être entourée. Non, mais j'ai besoin de mes infirmières aussi, mes IDEC. Voilà. Enfin, c'est pas les miennes, c'est celles de M. Orfer. Hein. Attention. Je vous propose qu'on fasse peut-être la série de questions après. Autour de la table, moi je suis entourée de deux jeunes pharmaciens, le docteur Ludovic Martin et Johanna Borsato. Et puis ce soir, parmi les 6 infirmières IDEC, les infirmières de coordination, on a Mallory et Christelle. Voilà. Alors on va détailler un petit peu ensemble ce parcours. Juste un petit rappel, l'expérimentation a débuté le 1er octobre 2021 en phase dite pilote, avec pas loin de 2000 patients inclus à la date d'aujourd'hui. Donc, ce qui est un objectif très important par rapport à ce qui était fixé au départ. Nous, on va démarrer la phase cible, qui devait démarrer donc le 1er octobre, mais vous avez entendu, on démarre demain avec notre premier patient. Cette expérimentation suit 2 parcours. Un parcours A qui correspond aux médicaments qui sont dispensés en pharmacie de ville, c'est-à-dire la très grande majorité d'entre eux, comme vous l'a dit le docteur Arnaud Coffin. Et puis l'autre partie, c'est les médicaments qui sont rétrocédés en pharmacie hospitalière. Ça concerne des pathologies particulières, en particulier le myélome. C'est tous les petits cousins de la thalidomide, les pomalidomides, les nalidomides. Et puis aussi des molécules dans les tumeurs cérébrales. Donc c'est plus particulier ce qui est rétrocédé en pharmacie hospitalière.
La durée de l'expérimentation, elle est longue, elle est de 3 ans puisque ça a démarré le 1er octobre 2021 et que nous, on démarre là le 1er octobre 2022. Ça va durer jusqu'en 2024, fin 2024. Le nombre de sites porteurs, vous l'a dit, M. Orfeuille, 45 sites, et quand même la région Rhône-Alpes qui est extrêmement bien représentée avec 14 sites sur les 45, dont on est très fiers, l'hôpital de Bourg-en-Bresse, mais ça, il vous l'a déjà dit. Je rappelle juste que sont concernées dans cette expérimentation les initiations de traitement, c'est-à-dire lorsqu'on débute vraiment un traitement avec une chimiothérapie anticancéreuse. Ça va concerner les hormonothérapies de seconde génération qu'a évoqué aussi le docteur Arnaud Coffin dans les cancers de prostate. Ça ne va pas concerner par exemple les hormonothérapies que vous voyez dans les cancers du sein, hein, les tamoxifènes, anastrozole, etc. Donc c'est les hormonothérapies de seconde génération et tous les médicaments oraux de chimiothérapie. 2 parcours, donc je l'ai dit, un parcours pour A, c'est le médicament dispensé en pharmacie de ville, B, c'est le médicament dispensé à l'hôpital. La file active prévisible, elle est d'environ 400 patients, donc préparez-vous, parce qu'il y a énormément de patients possibles avec nos médecins. Et on démarre en octobre uniquement avec les oncologues. Alors les oncologues, vous avez vu, docteur Orfeuille, docteur Arnaud Coffin, j'ai dû apercevoir le docteur Réchon-Patru, voilà, qui est là. On va démarrer avec les 3 oncos. Elle se cache là-bas en haut, mais elle est là. Et on démarrera que avec ces 3 praticiens, parce que nous aussi, c'est un sacré changement de pratique. Ça va concerner essentiellement donc, des tumeurs solides, des seins, des prostates, quelques reins sans doute, et voilà. À partir du 1er trimestre 2023, on va partir un petit peu plus loin avec toutes les pathologies hématologiques. Et là, on en a un très grand nombre. Ce sont les myélomes, les lymphomes, les leucémies lymphoïdes chroniques, avec nos 2 hématos, les docteurs Dupire et Perrin, mais aussi les docteurs Orfeuille et Réchon-Patru qui suivent aussi des pathologies en hémato. Et à partir du 2e trimestre, là, on part vraiment pour tous les patients. On va inclure la cancérologie digestive. On a 2 gastroentérologues, les docteurs Pillon et Prost. Et puis, la cancérologie des cancers pulmonaires avec les docteurs Aubanel et Benel. Et puis, avec l'arrivée du docteur Cazot, un nouveau jeune pneumologue qui arrive normalement au mois de novembre chez nous. Donc, à noter, vous voyez qu'il y a quand même une belle file active possible et tous les types de cancers. Je précise qu'on va pouvoir inclure à hauteur de 15% les patients qui auront à la fois une chimiothérapie intraveineuse ou sous-cutanée, donc une chimiothérapie injectable qui soit en hôpital de jour, et une thérapie orale à hauteur de 15%. Ça concerne en particulier, par exemple, le cancer du rein, où il y a une chimio orale associée à une immunothérapie. Voilà. Donc, si je regarde, ce parcours va se définir en 3 séquences. La séquence 1, c'est la primo-prescription. Le médecin fait sa première prescription de chimiothérapie par voie orale. Et nous, pour les professionnels, ça y est, on va se mettre en lien avec vous. Donc, vous l'avez bien entendu, dès demain, avec une certaine pharmacie de Bourg-en-Bresse. Voilà. On va se mettre en lien pour sécuriser tout l'apport. On va le décrire après. Ça correspond à un cycle de traitement, c'est-à-dire 1 mois. Pendant ce cycle de traitement, les infirmières, les IDEC qui s'y présentent, elles vont quand même appeler le patient toutes les semaines pendant 1 mois pour faire le point avec lui sur les effets indésirables, sur la tolérance et sur l'observance du traitement. À l'issue de cette première séquence, on passe sur la séquence 2 qui correspond au suivi dit proximal qui va durer 3 cycles de traitement, c'est-à-dire 3 mois. Là, cette 2e séquence, c'est vraiment de garantir l'observance du traitement. On a souligné que c'était une des choses les plus importantes pour avoir une efficacité de traitement et la surveillance des effets indésirables, bien évidemment. Pour les professionnels, on renforce le suivi et la coordination qu'on a déjà mis en place avec vous lors de la première séquence. Et puis la dernière séquence, c'est la séquence 3 qui correspond au suivi distal, où là, c'est vraiment pour le patient qu'il devienne autonome dans la gestion de son traitement et la prise en charge des effets indésirables. Et pour les professionnels, c'est de permettre vraiment le suivi de l'observance et des effets indésirables. Et l'équipe hospitalière reste en appui pour aider dans ce sens. Cette séquence 3 dure 6 cycles de traitement, ce qui correspond à 6 mois. Vous avez vu qu'il y a des petites flèches sous chacune des séquences, ce qui veut dire que lorsque le traitement est stoppé parce qu'il y a un problème de tolérance ou parce que le patient ne répond pas au traitement, le médecin va pouvoir changer de traitement. Et à ce moment-là, on redémarre sur une nouvelle séquence de traitement puisque c'est un changement de molécule et on considère que c'est une initiation. Et donc 2 parcours, comme je vous l'ai dit, le parcours A qui correspond à la dispensation en ville et le B, rétrocession hospitalière. Au sein des sites hospitaliers, donc les cancérologues, ça je vous les ai déjà présentés, qui font la prescription, le suivi médical, les pharmaciens hospitaliers ici présents, où là, on va effectuer la conciliation, la coordination avec le pharmacien d'officine, et on fera la rétrocession hospitalière si on est concerné dans le cas présent.
Les IDEC seront avec nous pour la première consultation lorsqu'elles le pourront, puisqu'elles ne font pas que ça dans l'hôpital. Les IDEC, elles assurent un travail énorme dans les consultations d'annonce avec les patients. Ce sont des consultations extrêmement importantes pour décrire aux patients le parcours et en termes de traitement et tout. Donc, elles ne seront pas forcément avec nous, mais en tout cas, elles feront le suivi à distance, comme je vous l'ai dit, avec des soutiens téléphoniques. Première séquence toutes les semaines et ensuite tous les 15 jours. Et puis, en ville, les professionnels, ce sont les pharmaciens d'officine. Bien évidemment, vous êtes au cœur de l'expérimentation, avec cette conciliation et cette coordination qui est faite avec nous. Lorsque vous allez faire la dispensation, vous allez faire des entretiens patients pour leur expliquer aussi le traitement. Et puis, le médecin traitant qui est là en prise en charge de recours, toujours pour les premiers effets indésirables, et qui sera aussi en coordination avec nous, de façon à ce qu'ils soient informés des derniers traitements. Donc, ce qu'on attend, c'est qu'il y ait vraiment une information qui passe dans les deux sens. Dès lors qu'il y a un nouveau traitement, en particulier pour les médecins traitants, de bien nous en informer pour une pathologie autre, pour que nous, on puisse refaire conciliation, recherche d'interactions médicamenteuses. Et puis, le pharmacien d'officine aussi, c'est très important de nous dire tout ce qui peut être pris à côté. Parce qu'on le voit un petit peu là maintenant, là, il y a beaucoup de patients qui prennent des compléments alimentaires, qui prennent de la phytothérapie, qui prennent de l'aromathérapie, qui prennent de l'homéopathie. Et on vous montrera tout à l'heure, il y a des possibilités d'interaction, même si c'est des plantes, ça reste toujours à regarder et voir s'il n'y a pas d'interférence avec les traitements. Il y a quelque chose, et c'est mon point de vue uniquement personnel. Dans cette expérimentation, les infirmiers libéraux, vous n'apparaissez pas. Moi, je trouve que c'est très dommageable. C'est une expérimentation. Je trouve parce que vous êtes au cœur du système aussi et que vous le savez très bien, on fait très régulièrement appel à vous pour aider nos patients qui ne sont pas toujours autonomes, dont certains sont isolés, seuls, comme on l'a déjà souligné. Et donc, on va communiquer aussi avec vous, c'est-à-dire qu'on va vous envoyer un message comme quoi, si le patient nous dit « moi, je suis avec telle infirmière libérale », on va lui communiquer le traitement qui a été prescrit à ce patient et la fiche oncolien dont on vous a parlé, qu'on vous montrera tout à l'heure, avec les effets indésirables possibles, de façon à ce que vous puissiez, vous aussi, au domicile, faire un suivi extrêmement rapproché et nous alerter. Et puis, il y a des nouveaux médicaments, le Lenvima, par exemple, qui est un médicament par voie orale dans le cancer de l'endomètre, qui donne des hypertensions artérielles, et que ces tensions artérielles, il va falloir les surveiller de près, surtout chez des patients qui peuvent être âgés et avoir d'autres pathologies. Là, je vais laisser la parole au docteur Martins parce qu'on a mis en place un formulaire. C'est important qu'on vous présente ce formulaire parce que c'est ce qui va vous être transmis lorsqu'on aura fait, nous, notre entretien pharmaceutique avec le patient. Alors, comme vous pouvez le voir sur les diapos qui vont suivre, du coup, je vais vous présenter quelques parties en fait de notre formulaire qu'on a créé, qu'on utilisera à chaque fois qu'on verra le patient, mais aussi à chaque fois que l'IDEC appellera le patient toutes les semaines pour la séquence 1 et un peu plus éloigné au fur et à mesure des séquences. Elles rempliront une sorte de formulaire. Alors là, on a mis quelques exemples pour illustrer, et en fait, on extraira de ce formulaire certaines informations qu'on vous enverra à la pharmacie d'officine qui suivra le patient, qui dispensera sûrement le médicament afin que vous ayez toutes les informations. Donc dans cette première diapo, on peut voir que on a tout ce qui concerne la conciliation qui sera faite, conciliation médicamenteuse qui sera faite par nous à l'hôpital, par les pharmaciens de l'hôpital, en partenariat avec les pharmaciens d'officine, puisque en fait à chaque fois on devra appeler le pharmacien d'officine. Excusez-moi. Donc, on appellera le pharmacien d'officine afin de vous demander l'ensemble des ordonnances du patient qui aura été délivré dans les 3 derniers mois, qui nous permettra de vérifier s'il n'y a pas d'interaction médicamenteuse avec la chimiothérapie qui sera initiée, mais aussi qui nous permettra aussi de savoir éventuellement ce qui a été dispensé en phytothérapie, homéopathie, etc., comme vous avez été expliqué par le docteur Moret. Voilà, donc dans le premier tableau, vous voyez les traitements habituels, donc c'est tout ce qui est médicaments, et dans autres thérapeutiques, avec le petit onglet, on peut changer. Là, j'ai mis phytothérapie sur ce tableau, et on peut choisir homéopathie, etc. Alors,
Ici, du coup, comme on vous a dit, le patient, on suivra à la fois son observance, mais on suivra à la fois son observance, mais aussi surtout ses effets indésirables. Et donc là, je vous ai mis aussi des exemples. Donc, on a une cotation assez précise pour chacun des principaux effets indésirables qu'on pourra trouver lorsque le patient prend ses chimiothérapies orales. Et en fait, en fonction de ce que nous dira le patient, on cotera ce grade sur notre formulaire. Et en fonction du grade qu'on considérera, on a une conduite à tenir. Donc, grade 0, on considère que rien à signaler. Grade 1, on conseille au patient et on lui conseille les traitements symptomatiques qui seront prescrits par l'oncologue. Et ensuite, grade 2, on commence à se dire qu'il faut faire un mail à l'oncologue et peut-être voir qui verra pour diminuer la posologie ou autre. Et ensuite, grade 3 ou grade 4, donc c'est appel direct de l'oncologue pour prendre une décision, puisque ça peut être le mise en jeu du pronostic vital. Donc ça aussi, vous y aurez accès lorsqu'on vous enverra le compte-rendu. Voilà, je laisse la parole. Alors, ce formulaire, il est dans le dossier de patient informatisé, ce qui permet une complète traçabilité de tout ce qui se passe et de toutes les interventions qui peuvent y avoir sur le dossier du patient. Donc, si je résume, donc ça saute, voilà, voilà. Donc, le patient va vous désigner comme pharmacien référent. Ensuite, nous, on va vous contacter par téléphone pour vous dire, voilà, monsieur ou madame machin va venir chez vous chercher tel traitement. Et on va communiquer ensuite toutes les informations par MonSisra. On va vous communiquer des informations médicales, une synthèse de ce formulaire-là que vous avez vu. On va vous communiquer, bien sûr, le bulletin d'adhésion vierge. C'est la première dispensation. Il faut que vous nous le renvoyiez signé, complété. Et puis, l'ordonnance, bien sûr, de chimiothérapie orale. La fiche SFPO, on va vous montrer un peu tout à l'heure ce que c'est que cette fiche oncolien et comment on peut y accéder. Mais nous, on vous l'enverra pour le produit qui est prescrit. Et puis, notre compte-rendu, bien sûr, entretien qu'on aura fait avec le patient. Donc, l'ensemble de ces documents vous sont envoyés par messagerie. Et vous nous renvoyez aussi par messagerie SISRA le bulletin d'adhésion complété et le compte-rendu que vous aurez pu réaliser au moment de la première dispensation. Ça, c'est pour la séquence 1. Pour la séquence 2 et 3, eh bien, c'est un échange de compte-rendu d'entretien pharmaceutique et puis, bien sûr, toute information qui est relative avec la prise en charge du patient. Donc, à chaque dispensation, il faut vraiment organiser un temps d'échange avec vos patients pour pouvoir évaluer l'observance et les effets indésirables. Donc, vous allez transmettre à la PUI, c'est-à-dire la pharmacie hospitalière, chaque des éléments qui sont clés, la date de dispensation, la date d'entretien, c'est les différentes de la date de dispensation, et puis le cas échéant, hors séquence 1, bien sûr, un score d'observance. Donc, je vais vous montrer le score de Giraire, la présence d'effets indésirables, oui ou non, et puis l'évolution des traitements. C'est important de nous transmettre les nouveaux traitements. Donc, le score de Giraire, ça ressemble à ça. En fait, c'est un auto-questionnaire très très simple hein, où on pose la question au patient. Excusez-moi. Est-ce que vous avez oublié de prendre vos médicaments ce matin? Est-ce qu'il vous arrive de ne pas prendre votre traitement parce que certains jours votre mémoire vous fait défaut? Donc un ensemble de petites questions très simples. Et plus vous obtenez de oui, plus votre patient est mauvais observant. Parce qu'évidemment, s'il oublie régulièrement, s'il ne prend pas son traitement ou il le prend avec retard, donc ça permet d'évaluer très facilement l'observance du patient. Donc, pour conclure, en amont de la dispensation, vous allez avoir un certain nombre d'informations puisque nous, on va vous transmettre la fiche oncolien qui correspond à la chimiothérapie orale qui aura été prescrite au patient. On va vous envoyer donc le compte-rendu avec les infos du patient. Et vous, à chaque dispensation, il faudra faire le suivi de l'observance, des interactions et des effets indésirables. Donc, il y a des critères obligatoires, des données obligatoires avec les dates de dispensation, un score d'observance et la présence d'effets indésirables ou pas. Et bien sûr, un contact avec l'équipe hospitalière à tout moment. On vous a laissé une fiche à l'entrée avec nos numéros. Tu peux le changer? Ah non, on verra après. Mais vous avez une fiche avec tous nos numéros de téléphone. Donc, ce qui est innovateur dans cette expérimentation, c'est qu'il y a un financement qui est proposé pour ces différentes séquences de prescription. Et là, je vous ai mis les montants qui sont proposés. Je vous rappelle donc le A, c'est la dispensation en ville et B, c'est la dispensation hospitalière, avec le montant des forfaits qui sont versés aux établissements hospitaliers, aux pharmaciens d'officine et aux médecins traitants, selon le type, selon la séquence où on se situe. Et ça, c'est vraiment une nouveauté, ce financement forfaitaire qui est versé au moment des dispensations.
Nous, on va remettre des documents aux patients et on va lui remettre en particulier ce classeur. Là, on en a amené quelques-uns si vous voulez venir les feuilleter après. Ça va être le document papier entre vous et nous, et puis il y aura tout un tas d'informations dedans. Ce classeur papier, il y aura notamment l'information sur l'utilisation des données personnelles. On va lui mettre bien sûr la fiche de chimiothérapie orale qui lui aura été prescrite. Il pourra la lire tranquillement parce que finalement, on va lui donner beaucoup d'informations et qu'il aura peut-être des questions à poser, qui reviendra vers vous ensuite pour vous dire, mais là, c'est marqué ça, est-ce que c'est bien normal? Est-ce que voilà. Donc ce classeur sera remis au patient au moment de la primo-prescription. Ça, c'est nos contacts. Vous avez vu, donc avec les pharmaciens et la ligne des infirmières, c'est une ligne qui est d'accès direct et donc facile pour nous contacter. Lorsqu'on est en consultation, il y aura un gentil petit message pour vous dire, on vous rappelle, mais laissez bien nous vos coordonnées, comme ça on vous rappelle derrière. Et puis, j'ai envie de vous dire, pour améliorer cette coordination, c'est si vous avez un peu de temps, venez nous voir. Ça sera avec grand plaisir qu'on vous accueille dans le service pour que vous puissiez voir de visu le circuit. L'équipe d'Onco-Hémato est particulièrement dynamique. Donc, vous pouvez venir assister à des entretiens avec les IDEC, avec les pharmaciens, avec les oncologues. On peut aussi voir un petit peu comment ça se passe en hôpital de jour concrètement. Ça paraît important. Et puis, si vous voulez aller plus loin aussi, vous pouvez venir visiter l'URCC. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? C'est l'unité de reconstitution centralisée des chimiothérapies. C'est là où on prépare toutes les chimiothérapies intraveineuses. Et donc, c'est aussi un circuit un peu particulier, mais ça permet de voir un petit peu toutes les précautions qu'on peut prendre dans la préparation de ces produits. Là, vous avez nos préparatrices en pharmacie hospitalière avec des machines qui s'appellent des isolateurs. Et c'était 17 000 préparations en 2021 avec un budget extrêmement conséquent puisqu'on dépense environ 1 200 000 € par mois, 1 200 000 € par mois de molécules dites onéreuses. Et oui, on dépense beaucoup d'argent. Voilà. Alors après, je vous ai remis ce document qui est un peu synthétique pour un peu reprendre tous les éléments de cette expérimentation. Donc, vous l'avez à disposition. Et on va faire un petit point avec Ludovic sur les différents éléments de documentation, avec en particulier les fiches oncoliens, comment vous pouvez les trouver. On va les remettre aux patients, on va vous les envoyer, mais néanmoins, voilà, il y a quand même la possibilité d'y accéder, vous, si vous le souhaitez. Alors effectivement, moi je vais vous présenter plusieurs choses, notamment les fiches oncoliens dont on vous parle depuis le début de cette soirée. Donc ces fiches oncoliens, ça permet d'avoir tout ce qui est nécessaire de savoir sur les molécules. Donc c'est sur le site de la Société française de pharmacie clinique oncologique, donc SFPO. Donc vous tapez dans Google SFPO oncolien. Vous prenez le premier lien et du coup vous arriverez sur cette image ici à gauche et ensuite vous descendez un petit peu et vous aurez ce qui est à droite. Donc ce qui est à droite, vous avez toutes les molécules, ou en tout cas la majorité par ordre alphabétique de DCI. Et je vous ai entouré en rouge. Donc en premier, quand vous cliquez sur ce petit bouton en face de la molécule, vous aurez la fiche qu'on vous a montré tout à l'heure avec l'exemple de la capacitabine, où vous aurez les modes d'administration, etc., les effets indésirables, l'indication, etc. Vous avez ensuite la fiche professionnelle. Donc en fait, c'est la même chose que la fiche patient, sauf qu'il y a un peu plus d'informations avec les interactions médicamenteuses, etc. Et c'est un peu plus détaillé. Sachez que nous, ce qu'on remettra aux patients, donc forcément c'est la fiche patient, mais aussi ce qu'on enverra à la pharmacie d'officine, on a décidé d'envoyer aussi seulement la fiche patient qu'on considère déjà bien complète. Mais si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller consulter la fiche professionnelle. Et enfin, tout à droite, c'est des vidéos en fait, donc des vidéos explicatives sur le médicament que vous pouvez consulter gratuitement en allant toujours sur ce site, en appuyant sur le petit bouton donc dans la colonne de droite. Ensuite, ce que je vais vous présenter, c'est les différents outils qu'on utilise pour détecter les interactions médicamenteuses, donc à la fois avec les traitements habituels et à la fois avec tout ce qui est phytothérapie, homéopathie, etc. Donc la consultation médicamenteuse, elle sera faite par les pharmaciens à l'hôpital, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, bien sûr avec l'aide des pharmaciens d'officine. Et donc on utilisera tout d'abord le Teriac. Donc le Teriac, ça reprend les RCP des produits, bien sûr, comme le Vidal. Donc c'est une inscription gratuite.
gratuite également, si vous avez envie d'aller voir. Et donc, on ne voit pas, c'est un petit peu flou, mais ce que je vous ai entouré en rouge, c'est le mot analyse. Quand vous cliquez dessus, vous atterrissez là-bas. Et donc, quand vous cliquez dans la barre vide et que vous tapez vos médicaments, normalement, tous les médicaments sont enregistrés. Vous mettez tous les médicaments que vous souhaitez analyser, vous cliquez sur analyser, et là, donc, ça vous sortira tout ce qui est contre-indication, interaction médicamenteuse, précaution d'emploi, etc., en prenant les informations dans les RCP uniquement. Donc, d'abord, le Teriac. Ensuite, il y a le site Drugs, le site de l'Université de Liverpool d'abord. Donc, c'est cancerdruginteraction.org. Donc, lui aussi, qui permet un peu plus d'informations que le RCP tout seul, quand c'est en anglais. Mais voilà, donc vous mettez vos médicaments dans Drugs, l'autre médicament dans comédication, vous cliquez sur checker et ça vous sortira les potentielles interactions en anglais. Ensuite, il y a Drugs, également un site en anglais, donc voilà. Donc c'est aussi gratuit, hein. Tous les sites que je vous montre sont gratuits. Donc vous atterrissez sur la page que vous voyez en haut à gauche, vous cliquez sur Interaction Checker, et là, comme tout à l'heure, vous allez dans la barre vide, vous tapez vos médicaments, vous mettez checker les interactions. Et là, je vous ai mis un exemple donc avec la cyclosporine et la rosuvastatine. Pardon. Donc voilà, cyclosporine et atorvastatine. Et vous voyez, c'est marqué majeur. Donc en fait, c'est une interaction majeure. Et ça vous explique pourquoi c'est une interaction, qu'est-ce qui risque d'arriver si on les administre quand même, etc. Donc voilà, c'est vraiment très utile et ça nous permet d'avoir plusieurs sources pour les interactions. Donc pour le moment, je vous ai montré uniquement des sites pour les interactions avec les traitements habituels. Là, je vais vous montrer des sites pour tout ce qui est phytothérapie, homéopathie, etc. Donc, je vous ai parlé du Teriac tout à l'heure. Et là, en fait, vous voyez tout à l'heure, je vous ai dit de cliquer. Excusez-moi, ça saute. Je vous ai dit de cliquer sur analyse pour faire votre analyse des interactions. Et en fait, à la place de ça, vous allez cliquer sur ce qui est entouré en rouge, c'est marqué recherche phyto. Vous arrivez sur ce que l'on appelle EDRIL. Et donc, EDRIL, c'est ce qui est spécialisé pour la recherche d'interaction des plantes. Donc là, je vous ai mis l'exemple du chardon-marie. Et à droite, donc j'ai cliqué sur recherche avec le chardon-marie. Et là, on peut dérouler encore en dessous. Mais vous voyez, c'est un peu flou, mais ça montre toutes les interactions avec les médicaments connus avec le chardon-marie. Avec les intensités d'interaction en fonction des couleurs, etc. Enfin, un site encore pour tout ce qui est plantes, MSKCC, donc c'est le site du Centre de traitement du cancer de New York, qui est très très bien documenté également, qui est en anglais, et donc là aussi gratuit. Donc vous cherchez votre plante par ordre alphabétique et vous cliquez dessus, et en fait ça vous montrera aussi tout ce qui peut interagir avec cette plante. Et donc en fait, en conclusion, la recommandation qu'on peut vous faire, c'est de remplacer Netflix par un site gratuit qui est la SFPO, avec des super vidéos qui permettront de bien se renseigner sur toutes les molécules. Voilà. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Madame Durupt pour nous présenter côté pharmacien d'officine. Et Monsieur Falapon, on va essayer de vous aider pour quand ça saute. Je vais faire la petite page de pub pour qu'on se détende au milieu de toutes ces explications. Déjà, je suis très content de vous retrouver. Alors, j'ai vu un certain nombre de collègues. J'ai également vu des collègues médecins et infirmières libérales. Donc, je suis Kevin Falipon. Je suis vice-président de l'URPS pharmacien Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis pharmacien titulaire à Poncin, donc dans l'Ain, à côté de Cerdon pour ceux qui apprécient les bons vins pétillants. Et simplement, je voulais vous rappeler, avant que laisser la parole à ma collègue Florence, que l'URPS aura est bien entendu porteur de ce projet-là au niveau de la région. On était encore récemment à Clermont-Ferrand il y a 15 jours. Florence a fait la Drôme, on a bien entendu fait Lyon, on a présenté ça aux entretiens de Galien l'année dernière sur ce projet qui est important. Donc au Link, vous rappelez, vu que avec Florence, on est deux élus de l'URPS, et qu'on vient ce soir à votre rencontre, que l'URPS, c'est qui représente les 3000 pharmaciens de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 3000 pharmaciens libéraux auprès de 2482 officines.
Vous rappelez que l'URPS, c'est tout ce qui est en charge au niveau de la région Aura, des relations avec notamment les ARS, de l'organisation du système de soins, des cas d'urgence sanitaire, de l'innovation, notamment les articles 51. Vous rappelez que c'est une équipe de 15 élus et puis on a 2-3 permanents. Donc notre siège est à Lyon et vous dire que nos permanents, notre standard téléphonique sont à votre disposition pour vous accompagner. Et quand je dis ça, c'est qu'on a régulièrement des pharmaciens et c'est heureux qui nous appellent. Il ne faudra pas hésiter que sur cette expérimentation-là, si vous avez une question d'ordre technique qui n'est pas d'un recours typiquement ville-hôpital, qu'on cherche à décloisonner ici, je pense que vous l'avez compris, n'hésitez pas à nous appeler, ça nous fait plaisir. Et puis, ça nous fait toujours plaisir d'être utile et nos permanents seront vous orienter rapidement vers un élu compétent dans le domaine. Juste quelques éléments sur les projets 2022-2023, je passe très rapidement, mais c'est important, on ne rencontre pas trop souvent non plus les collègues qui n'ont pas toujours le temps. Donc, cette année-là et puis l'année prochaine, on vous appuiera sur la promotion de la vaccination, très importante, avec un gros projet, notamment la prescription qui arrive chez nous. Oncolique, bien sûr, avec la poursuite du déploiement. Les travaux aussi avec la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le soutien aux pharmaciens. La santé mentale, on a fait une vaste étude, là on va bientôt donner notre résultat. Vous avez été nombreux à répondre, ça c'est très intéressant en post-Covid. Le développement d'outils innovants, la crise du méningo B qu'on a géré là sur l'Est lyonnais, une petite partie de l'Ain, la Savoie et l'Isère. Et puis la formation en cancer colorectal, on est en plein dedans. Je pense que vous avez été aussi nombreux à vous connecter pour la formation en ligne. Donc l'URPS était bien entendu moteur dans tout ça. À venir, simplement, pour vous rappeler aussi qu'on a une série de webinaires sur la vaccination qui arrive, qui aura lieu chaque mois, qui permettra de vous accompagner. Vous rappelez que toute cette actualité, y compris sur Oncolink, et ça fait un moment qu'on le diffuse, est disponible sur notre newsletter, que vous recevez, j'espère, par mail et qui ne finit pas dans vos spams. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous signaler. Vous la retrouvez bien sûr sur notre site web. On est présent sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter. Vous retrouvez notre actualité, notamment sur Oncolink. Donc très important, n'hésitez pas à nous suivre. Nos élus, toujours à disposition aussi. Il y en a un ou plusieurs par département en principe. Donc ils sont disponibles sur notre site internet. N'hésitez pas à nous contacter, même directement à la pharmacie ou en passant par le standard de l'URPS. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long, simplement pour vous redire que on compte sur vous. On compte sur vous pour répondre oui demain aux patients de 10h17 du docteur Orfèvre. Vous avez compris. Il ne faut pas répondre non. Et puis de vous redire aussi, avant de laisser la parole à ma collègue, qu'on est bien sur une expérimentation qui est différente de l'avenant 21, qui était un peu une usine à gaz, qui était de l'ordre conventionnel. On est bien sur quelque chose d'un peu plus différent, de plus simple. Et ce qui change vraiment aussi dans ça, c'est que l'inclusion se fait à l'origine, c'est-à-dire qu'à la sortie du patient de l'hôpital, contrairement à avant où l'avenant 21, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était le pharmacien d'officine qui était entre guillemets le promoteur de l'inclusion du patient dans des entretiens. Et ça, c'était parfois beaucoup plus difficile de convaincre le patient qui est déjà dans un parcours de soins qui est compliqué avec une pathologie lourde. Donc là, c'est vraiment intéressant que l'hôpital, la pharmacie hospitalière soit promoteur, et que enfin, on parle du lien vie-hôpital. Bon, pour la première fois, peut-être qu'on est sur une vraie expérimentation qui va nous permettre de décloisonner. Voilà, je vous laisse la parole à l'excellente Florence Durup qui va traverser le périphérique lyonnais pour arriver dans l'Ain ce soir. Merci. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je vous remercie d'être présents aussi nombreux. Je voulais remercier le docteur Moret et le centre hospitalier Bourg pour son invitation. Alors, je vais vous présenter cette expérimentation, donc beaucoup de choses ont déjà été dites. Juste pour me situer, donc je suis effectivement élue RPS installée à Lyon. À ce titre, j'ai fait partie de l'expérimentation pilote donc, qui est menée depuis 1 an sur les hôpitaux lyonnais en particulier. Et j'ai moi-même eu dans ma file active de patients une personne donc, qui était incluse au centre hospitalier Lyon Sud. Donc voilà, ce qui me permet, si vous avez des questions précises et pratiques, d'être en capacité de vous répondre après la présentation. Alors, on vient d'en parler, les anticancéreux par voie orale, on en a déjà entendu parler en officine, parce qu'effectivement, on a vu à quel point ces traitements étaient coûteux et pouvaient représenter donc un enjeu de santé publique en termes de coûts
et qu'il est très important pour le patient d'avoir une bonne observance déjà pour que le médicament soit efficace et qu'en plus pour que le coût du traitement ne soit pas vain. Alors, au niveau national, effectivement, nous, pharmaciens d'officine, on a déjà possibilité de faire les entretiens pharmaceutiques avec nos patients. C'est ce qu'on appelle l'avenant 21, qui a été signé donc, dans la précédente convention en juin 2020, qui est calqué sur le modèle des entretiens pharmaceutiques qu'on peut avoir pour l'asthme ou pour les AED, et qui permet à tout pharmacien en fait, de proposer à un patient sous chimiothérapie orale un entretien et un suivi. Alors, je vais aller très vite sur les modalités de l'avenant 21, mais c'est vraiment pour vous montrer les différences et l'intérêt qu'il y a à l'expérimentation oncologique. Donc l'avenant 21, tout d'abord, il se fait à l'initiative du pharmacien. Kevin en a parlé, effectivement, on peut de nous-mêmes, en tant que pharmacien d'officine, en délivrant une chimiothérapie orale, proposer aux patients un accompagnement. Donc, les modalités sont définies donc, par la convention, par l'avenant conventionnel, et on peut les retrouver sur le site Amélie Pro. Donc, comme pour tous les autres entretiens pharmaceutiques, il comprend un entretien d'initiation et 2 entretiens de suivi par an. Donc, les supports sont disponibles sur Amélie Pro. Cette rémunération, elle est aussi calquée sur les autres rémunérations d'entretien pharmaceutique, c'est-à-dire 60 € la première année pour les 3 entretiens et ensuite 20 € par an pour les 2 entretiens. Le paiement, le paiement, il se fait l'année d'après, comme pour les autres entretiens pharmaceutiques. Alors, l'article 51, ça va être complètement différent. Déjà, je voulais revenir sur le côté régional de l'expérimentation. C'est vrai qu'on l'a dit, en Auvergne-Rhône-Alpes, nous sommes, alors leaders, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais nous sommes en tout cas porteurs et très dynamiques sur ce projet, mais qui est mené, bien sûr, aussi au niveau national. Alors, on l'a dit, je vais passer très vite. Donc, l'expérimentation est menée, bien sûr, avec le soutien de l'ARS, puisqu'on est sur un article 51. Le 1er octobre 2021, début des sites pilotes. 1er octobre 2022, début des sites cibles. Je vais y arriver. Et ce qui est intéressant, c'est que le pharmacien d'officine est intégré dans une équipe qui est vraiment pluriprofessionnelle. Vous l'avez vu, on va le revoir. Le patient est inclus cette fois par son oncologue, ce n'est pas le pharmacien qui propose, c'est l'oncologue, vous l'avez compris, demain à 9h48, un oncologue va proposer à un patient d'être inclus dans l'expérimentation. Et le pharmacien d'officine va devoir mener des entretiens pharmaceutiques, mais pas tout seul dans son officine, au contraire en lien avec les pharmaciens hospitaliers, les IDEC et si besoin, l'oncologue également. Alors chaque suivi se déroule en séquence, ça on l'a vu, je vais passer vite. Et les séquences sont rémunérées non pas comme les entretiens pharmaceutiques classiques l'année d'après, mais le mois qui suit la clôture d'une séquence. Donc ça va de 50 à 80 € par séquence. Il y en a 3 au total, on l'a dit, certaines peuvent être renouvelées. Donc si on résume, séquence 1, 1 mois, sinon renouvelé, 80 €. Séquence 2, 3 mois, sinon renouvelé, sinon ça fait 6, 80 €. Une séquence renouvelée est payée à chaque fois. Et séquence 3, 50 €, ce qui amène à un total de 210 € pour toutes les séquences et tout le suivi du patient. Donc on voit bien déjà la différence avec l'avenant 21. On a une rémunération beaucoup plus intéressante du travail fourni. C'est du travail, mais la rémunération est en conséquence. Alors en pratique, très vite, donc on l'a dit, on l'a redit, le patient est inclus par son oncologue, première prescription de son traitement, il va désigner un pharmacien d'officine, donc demain un pharmacien du centre-ville de Bourg, je pense qu'on peut faire un peu de teasing là-dessus. Le pharmacien hospitalier a tout le travail de conciliation, on en a parlé, il va contacter son confrère de ville, donc par téléphone le plus souvent. Et ensemble, ils vont échanger sur les traitements du patient, soit par téléphone. Là, j'ai compris que vous souhaitiez qu'on vous envoie les ordonnances par mon CISRA, ce qui est aussi une solution, pour permettre de faire le bilan de médication, aussi appelé conciliation, et qui va être réalisé par le pharmacien hospitalier lorsque le patient va être inclus. Le pharmacien d'officine va ensuite recevoir de son confrère hospitalier alors le bulletin d'adhésion. Je fais juste une petite précision. Le bulletin d'adhésion, c'est une fois par établissement. Si vous avez 3, 4, 5 patients du CH de Bourg, il n'y a qu'un seul bulletin à remplir. Si vous avez un patient qui arrive du CLB, par exemple, vous avez aussi un bulletin à remplir par établissement. Mais ce n'est pas par patient, c'est par établissement. Vous recevrez aussi évidemment l'ordonnance, mais tous les supports d'entretien pharmaceutique. Alors, on est désolé, on vous les projette pas ce soir. Ils ont été retravaillés pendant l'été.
coller en fait de manière beaucoup plus efficace et opérationnelle à nos pratiques de terrain. Et on ne les a pas ce soir en projection, mais vous les aurez de toute façon dans les envois qu'on va vous faire lorsque vos patients seront inclus. Le cahier des charges aussi de l'expérimentation précise qu'on doit communiquer par messagerie sécurisée. Et nous, on a de la chance en Auvergne-Rhône-Alpes. On a Mon-Sisra qui est plutôt bien déployé. Je ne sais pas ce que ça donne exactement dans votre département, mais en tout cas sur toute la région, il est globalement bien déployé. On sait s'en servir, il est pratique, il est assez intuitif. Et voilà. Et donc, il est tout prêt à servir pour l'article 51 en Colink. Donc, le bulletin, j'en ai parlé. Alors, je vais passer très vite. On en a parlé tout à l'heure avec Fabienne Moret. Les séquences, moi j'attire juste votre attention. Donc, on en a parlé, séquence 1, séquence 2, séquence 3. Je ne vais pas vous faire une redite. Je voulais juste attirer votre attention sur le bas de la diapositive avec le temps qui est passé par l'équipe hospitalière dans la prise en charge du patient et le temps qui va être passé par le pharmacien d'officine, parce que quand vous voyez l'autonomisation du patient dans la prise de son traitement, en fait, c'est le pharmacien d'officine qui va être là en support. Et donc, on voit bien que ces temps se croisent, et ça correspond assez bien à ce qui va se passer en pratique dans le déroulé de l'expérimentation. En gros, la séquence 1, l'initiation, elle est hospitalo-centrée. Pour le patient, c'est son inclusion, c'est la consultation tripartite, donc pharmacien, oncologue, pharmacien hospitalier, oncologue, infirmière de coordination. Et puis, c'est l'appel de la PUI régulier, effectivement, toutes les semaines, par les pharmaciens hospitaliers ou les infirmières de coordination. Ça, c'est ce qui va se passer pour le patient. Donc, on voit qu'il est très, très suivi par l'hôpital, ce patient. Il est en début de traitement. On veut savoir comment les choses se passent. Le pharmacien d'officine, lui, va découvrir la prescription. On en a parlé tout à l'heure. Effectivement, il y a des chances pour que ce soit une molécule qu'on n'a pas souvent vu passer. Donc, on va devoir s'informer, soit effectivement en se connectant sur Oncolien. C'est un accès qui est vraiment facile avec des fiches qui sont très complètes. Je vous encourage vraiment à y aller. On va collecter des informations donc, sur le traitement, on va regarder les RCP, la monographie, etc. Et puis, comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, il faut qu'on s'informe comment on va s'approvisionner de ce médicament. Ça peut être une commande grossiste, ça peut être une commande directe au labo, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des ruptures. Ça prend un petit peu de temps de récolter aussi toutes ces informations. Et puis, quand on va procéder à la délivrance, il faudra qu'on ait cet entretien d'initiation avec le patient. Alors là, il n'y aura pas de suivi d'effets secondaires, il n'y aura pas de score de Girard, forcément, puisqu'on le donne pour la première fois. Donc, on va s'assurer que le patient a bien compris pour qu'on lui prescrive ce traitement. Et puis, on va s'assurer aussi en lui remettant un plan de prise ou en le commentant avec lui, si celui-ci lui était remis à l'hôpital, qu'il a bien compris comment il fallait prendre son traitement. Donc ça, c'est la séquence 1. On peut la résumer comme ça. La ville, vous voyez, c'est tout ce qui se passe en bas. La séquence 1, elle est essentiellement hospitalo-centrée. La séquence 2, là, c'est le suivi du traitement. Donc, ça dure 3 mois. Donc, on a déjà une petite idée de comment s'est passé le premier mois de traitement. Et on va trouver une répartition plus équilibrée des rôles entre la ville et l'hôpital. Donc, le patient va toujours être suivi par la PUI ou par l'infirmière de coordination, mais plus espacé. En général, c'est plus une semaine, mais 10 jours. Je ne sais pas si vous avez prévu de fonctionner comme ça aussi. Ou 15 jours. Voilà. Donc, il y a une présence très régulière, mais un petit peu moins là. Et pour le pharmacien de ville, en fait, il va falloir remplir son compte-rendu à chaque dispensation de traitement. Donc, le compte-rendu que vous renverrez par Mon-Sisra, donc en utilisant le modèle, la trame qui vous sera fournie lorsque votre patient sera inclus. Et puis, on va commencer à regarder l'observance. Donc, l'observance, score de Girard, dont on a l'habitude, on le fait pour les autres entretiens pharmaceutiques. Il faudra le faire là aussi. Et puis, surtout, il faudra discuter avec son patient, savoir comment s'est passé le premier mois. Est-ce qu'il a eu des difficultés à prendre son traitement? Est-ce qu'il le prend de volontiers? Est-ce que c'est compliqué pour lui? Pourquoi? Et puis, quels sont les effets secondaires qu'il peut avoir rencontrés lors de ce premier mois? Voilà, donc ça c'est important. Juste une petite précision, ça n'a pas été dit. Cet entretien peut être fait en présentiel, en face à face avec son patient, ou si la délivrance a été faite alors que le titulaire ou la personne référente dans l'officine n'était pas présente, vous pouvez appeler votre patient par téléphone et vous avez dans le compte-rendu, dans la trame du compte-rendu, la possibilité de cocher que vous êtes entretenu par téléphone avec votre patient.
j'ouvre une petite parenthèse. Au sein des officines, je vous encourage à beaucoup communiquer sur cette expérimentation parce que demain, à 10h13, la pharmacie de Bourg qui va recevoir l'appel, ça peut tomber, et on le sait très bien, sur l'apprenti, ça peut tomber sur le préparateur ou sur un adjoint qui n'est pas au courant de l'expérimentation. Donc au sein des équipes, moi je vous encourage toujours à désigner un référent qui va suivre le patient ou les patients, mais de communiquer vraiment, celui qui reçoit le coup de fil, il sait à qui l'orienter et il ne dit pas non merci, je ne suis pas intéressé. Dommage. Voilà, donc ça c'est important. Alors, même caprice. Voilà, donc la synthèse de ce qu'on vient de se dire, vous voyez, on a un équilibre qui est en train de s'inverser entre la prise en charge hospitalière et la prise en charge de ville. Alors, la séquence 3, donc là, on est en suivi distal de traitement, c'est calé, la dose est calée, les effets secondaires sont à peu près sous contrôle. Et le pharmacien d'officine, du coup, il passe en première ligne avec son patient. Il va être le seul lien régulier parce que l'hôpital ne va plus l'appeler, considérant que l'hôpital est là en support, hein, il ne disparaît pas du paysage, mais a priori, il n'y a plus d'appel téléphonique régulier, hein, vous confirmez. Et le patient, il est tout seul à la maison, tout a été calé, voilà. Mais tous les mois, il vient chercher son traitement, ou des fois de manière un peu plus espacée, ça dépend. Et donc là, on va faire le compte-rendu mensuel, comme on fait en séquence 1 et en séquence 2, avec peut-être des effets secondaires différents qui vont s'intensifier, peut-être une observance qui va être différente. Et là, vous, pharmacien d'officine, vous êtes le lien entre votre patient qui rencontre ou pas des difficultés et l'hôpital, la PUI, les oncologues. Voilà, donc l'oncologue revoit en principe son patient, si tout va bien, en fin de séquence 3, donc 6 mois après. Donc là, c'est un peu avant. Je suis sur la séquence 3, je considère qu'il l'a vu au début de la séquence 3. Mais si tout va bien, voilà. Voilà, donc le résumé à nouveau, avec le support hôpital, bien sûr, le support ville et le patient qui va chercher son traitement de manière mensuelle à la pharmacie. Alors, cette expérimentation, elle est formidable. Elle est formidable pour le pharmacien et pour tous les pharmaciens et pour toute l'équipe hospitalière. Pourquoi ? Déjà, ça donne un rôle de premier plan dans l'équipe de soins. Vous avez vu les schémas qu'on vous a projetés. À chaque fois, il n'y a pas un professionnel de santé, il y en a 5 autour du patient. Elle est vraiment patient-centrée et chaque professionnel a son propre rôle et est reconnu comme tel. Donc, c'est un vrai progrès dans la prise en charge des patients, d'être intégré comme ça en tant que pharmacien d'officine dans une boucle de soins. C'est une occasion unique de créer le lien ville-hôpital. Pour travailler depuis de longues années à la création de ce lien, je peux vous garantir que ce n'est pas simple. Et là, vraiment, ça se fait tout seul. Profitez-en, vous les avez à portée de clavier, vous pouvez leur poser des questions, vous avez un doute, ils sont là pour vous répondre, pour vous aider. Et ça, c'est au bénéfice de votre patient. Patient qui, par ailleurs, est en général ravi parce que ça apporte un suivi renforcé. Alors, vous n'êtes pas obligé de passer tous les mois une demi-heure avec lui, hein. Si ça va bien en suivi distal, ça peut aller assez vite. Mais vous êtes là, il sait que vous pouvez l'écouter si besoin. Et s'il y a besoin, ça peut aller aussi assez vite. C'est à vous de trouver le tempo, en fait, en fonction de votre patient. Et puis, vous avez vu la rémunération. On s'approche quand même plus d'une rémunération qui correspond au travail qui est fourni que dans l'avenant 21. Donc, cette expérimentation sur le territoire, évidemment, elle a été ralentie par la crise sanitaire, puisque lancée l'année dernière, au 1er octobre 2021, sur les sites pilotes, et en fait, il ne s'est absolument rien passé. Alors, dans nos officines, ça a été le feu, mais au niveau de l'expérimentation clinique de décembre à février, forcément, personne n'avait le temps de s'en occuper. On a effectivement un objectif à 3000 patients dans la région, ce qui représente 1 à 2 patients par pharmacie. Donc, il faut connaître ce dispositif. Vous n'aurez pas 10 patients, mais celui ou les 2 ou 3 que vous aurez, vous avez là tous les outils pour les prendre en charge correctement.
Donc la fin de la phase pilote, on en a parlé, c'était le 30 septembre et la phase cible donc, a débuté samedi. Bon, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de patients inclus depuis samedi. Et ce qui est original aussi, c'est que c'est une expérimentation qui rassemble des établissements publics et privés. Et bon, là, on sort un petit peu du cadre, mais pas forcément facile de mettre tout le monde autour de la table et autour d'un même projet. Et c'est en ça aussi que c'est une expérimentation formidable. Le déploiement à Bourg, bon, j'y reviens pas. Au 15 septembre, on avait au niveau régional 620 inclusions. Il y en a 634 aujourd'hui, ou 54, pardon, 54. Et au niveau national, on approche des 2000, ce qui correspond aux objectifs qui étaient fixés dans l'expérimentation. Voilà, je vous ai tout dit en tout cas. Merci. Monsieur Bretagnol, on va juste finir avec la messagerie Sisra. Tout en mangeant un petit macaron tout à l'heure en ressortant, vous pouvez aussi vous adresser à son collègue. Il y a aussi la possibilité de vous montrer des tutos, des choses comme ça. Puisque vous avez vu, Netflix est terminé, vous avez la SFPO et vous aurez les tutos de mon Sisra. Je vous laisse la parole. Merci. C'est ce qu'on m'avait dit. Oui, bonsoir à tous. Donc, Salim Bretagnol, je suis chef de projet en charge du déploiement des outils pour le GCS Sarah, en charge de l'Ain et de Rhône-Nord. Je pense que beaucoup d'entre vous nous connaissent déjà. Vous avez, je pense pour la majeure partie, une bonne connaissance déjà de l'outil de Monsisra par rapport en fait aux possibilités qu'il peut avoir. Juste pour rappel, pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, Monsisra est un outil gratuit car financé à 100% par l'Agence régionale de santé. Il assure la fonction en fait d'être un client de messagerie MSS, messagerie sécurisée de santé. Et en fait, vous avez vu dans le cadre en fait de l'article 51, l'ensemble des informations doit transiter par ce flux justement MSS, donc par l'outil Monsisra. Ça vous assure trois choses. Ça vous assure en fait la sécurisation, la traçabilité et la confidentialité de toute façon des échanges que vous aurez entre professionnels de santé. Euh, à ceci, je pense que je ne vais pas rentrer trop dans le détail par rapport aux besoins. On va avoir juste le besoin d'échange avec mon Sisra, donc on va dire de pouvoir envoyer un message, un mail sécurisé à d'autres professionnels, que ce soit justement pharmacie d'officine ou établissement. Pour beaucoup, peut-être vous avez déjà mon Sisra, mais vous en servez peu ou pas. Et donc, le but, c'est de se dire, de toute façon, nous, on sera là pour vous accompagner et pour pas que le côté technique soit un frein à l'expérimentation de l'article 51. Vous aurez une adresse mail, en fait, dédiée au cas où, si vous avez besoin, vous avez mon Sisra, vous savez plus comment vous connecter, parce que ça fait longtemps, vous n'avez plus, on pourra vous aider. Si vous avez besoin, en fait, d'aide pour pouvoir envoyer quelque chose, vous vous souvenez plus comment on fait pour envoyer quelque chose à mon Sisra, on pourra vous aider, on pourra vous accompagner. Vous n'avez plus en fait la possibilité de mettre à jour mon Sisra, vous ne savez plus comment faire pour l'installer, on pourra aussi vous aider. Le but, c'est qu'on ne vous laisse pas justement avec un souci technique qui pourrait, on va dire, entraver la bonne fonction, entre guillemets, de l'article 51 et donc de ce projet. Vous avez vu qu'il y a quand même beaucoup d'échanges. On parlait du lien ville-hôpital qui est absolument primordial. Il ne faut surtout pas que ça soit un problème technique qui vous empêche en fait de l'avoir, sachant que on a maintenant l'ensemble de la palette des outils qui est capable de pouvoir répondre à ceci. Vous aurez donc une adresse mail spécifique pour l'article 51 qui vous sera communiquée et à votre choix, soit on vous recontactera par mail, soit par téléphone. Je prends le cas, si demain à 10h13, vous avez en fait le patient à la pharmacie de Bourg et qu'à 10h18, vous vous rendez compte que vous ne savez plus du tout comment faire pour vous connecter à mon Sisra, on vous rappellera à 10h34. Donc, on va faire au plus simple, au plus rapide. Le but, c'est vraiment de ne pas vous laisser en fait sur le bord de la route là-dessus.
Maintenant, au niveau du déploiement de mon Sisra, dans le département, il est relativement bien en fait déployé parce que déjà sur la médecine de ville, on est à peu près quasiment à 98% de praticiens qui vont être équipés. Ensuite, il peut y avoir des praticiens non utilisateurs, mais en tout cas équipés. Et pour les pharmacies, il me semble qu'on est quasiment à 80% maintenant qui va être équipé justement d'un client de messagerie. Donc là-dessus, on n'aura aucun souci pour pouvoir justement soit vous réaiguiller sur une utilisation de mon Sisra, soit si vous ne l'avez pas, à ce compte-là, on peut vous l'installer, créer les comptes qui vont avec. Je rappelle qu'il est tout à fait possible d'avoir un compte l'officine, donc d'avoir aussi une adresse spécifique de messagerie pour en fait la pharmacie ou pour le cabinet infirmier si vous en avez besoin, et de pouvoir ensuite communiquer, envoyer et recevoir au nom de la pharmacie ou de l'officine. Donc on n'est pas obligé à chaque fois, on va dire, d'avoir le compte qui va être vraiment dédié si vous voulez partager de l'information. Vous êtes obligé d'avoir un compte en personne physique, c'est la loi, vous devez l'avoir, mais par contre, vous pourrez envoyer et recevoir au nom du compte de l'officine si besoin. Voilà, je vais pas parler plus. Comme le docteur Moret disait, on a quelques justement petits fascicules si vous avez besoin. Nous sommes là pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas, on sera à la sortie avec ou sans macaron, tant pis. Merci.